Je cède la parole maintenant à Mme la députée de Taillon pour son intervention sur le principe du projet de loi. À vous la parole, Mme la députée. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'hésitais parce que je pensais qu'il y avait peut-être quelqu'un qui épaulait la ministre. Elle en a eu dans les auditions, c'est ça. Mais je pensais que son collègue prendrait peut-être la parole, mais moi je le fais avec grand plaisir à mon tour sur ce projet de loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement. J'aimerais dire d'abord, Monsieur le Président, que sous ce terme un peu aride, parce que c'est pas de la poésie ce que je viens de vous lire, comme titre de projet de loi. Remarquez, c'est pas son objectif non plus, mais ça a l'air très aride, la gestion des ressources informationnelles et des organismes publics. Derrière ce titre, Monsieur le Président, il y a des enjeux qui sont extrêmement importants pour le Québec. Et il y a même non seulement des enjeux importants pour le Québec de façon récurrente, comme la gestion des informations, le meilleur rapport qualité-prix pour ces questions d'information, mais il y a aussi, et je vais développer un peu ma pensée là-dessus, il y a aussi des enjeux de société nouveaux, parce que le domaine des ressources informationnelles est un domaine qui est fascinant, comme l'a évoqué mon collègue de Richelieu tout à l'heure, c'est un domaine qui est en profond changement constamment. Et si nous savons au Québec prendre correctement les virages qui s'imposent, c'est vraiment un champ tout à fait fascinant qui s'ouvre devant nous et qui permettra de faire des choses auxquelles on n'avait même pas pensé auparavant. Et je vais essayer de parler, vous m'aurez peut-être un peu deviné, je vais essayer de parler parce que dans mon propre caucus et auprès de mes collègues, je suis revenue très régulièrement avec l'idée que les logiciels libres étaient une voie d'avenir pour le Québec et ça me fait donc grand plaisir de parler un peu de ça ce soir. Mais je voudrais d'abord finir mon introduction en disant que dans ce projet de loi, il y a des enjeux d'ordre économique, c'est sûr. On a tous sursauté, je pense, quand on a pris conscience que le gouvernement du Québec injectait, si je ne me trompe pas, 2,6 milliards de dollars annuellement dans ses ressources informationnelles. C'est gigantesque, c'est énorme. Donc c'est sûr que si on peut imaginer des moyens qui soient plus économiques, ma foi, allons-y. Ne serait-ce que pour ça, ça vaut la peine de chercher d'autres moyens que ceux que nous connaissons. Autre élément, mon collègue là encore l'a évoqué, mais on doit bien reconnaître que les tentatives que nous avons faites ces dernières années n'ont pas été des tentatives menant à des réussites. On a plutôt des histoires d'échecs, de retard et ma foi, s'il y a bien une chose que l'on peut conclure, c'est qu'il faut essayer maintenant de s'y prendre autrement. Mais il y a une dimension additionnelle à ce que je viens de dire. C'est pas seulement une question d'ordre économique, c'est pas seulement une question d'efficacité qui doit nous gouverner dans la recherche de nouveaux moyens, dans les ressources informationnelles, c'est aussi, et c'est peut-être l'enjeu le plus intéressant, il y a là un enjeu démocratique. À la base de la démocratie, il me semble qu'il y a, quelle que soit la forme que ça prend, l'idée d'un partage du savoir. Dans une société où il y a seulement un petit nombre qui sont informés et qui ont les outils pour comprendre les choses, pour comprendre le monde, pour comprendre les données, obligatoirement, on arrive à une société inégalitaire. Si on est capable de partager le savoir, les informations, et au-delà des informations, les instruments qui permettent de l'analyser, partager le savoir, je pense qu'on se rapproche d'une société qu'on peut appeler démocratique. Alors, tout ça, c'est une toile de fond pour le Québec, mais pour, je dirais, le monde entier, parce que la réflexion qu'on fait ce soir ici en Chambre, elle se fait dans d'autres parlements, elle se fait dans d'autres sociétés à travers le monde, et il faut bien reconnaître aussi qu'il y a eu au Québec un élément déclencheur qui a certainement accéléré les choses, au-delà du rapport que le vérificateur général va déposer et de toutes les ratées dans notre système. Il y a eu, concernant particulièrement les logiciels libres, un jugement de la Cour supérieure qui est venu dire au gouvernement, écoutez, jusqu'ici vous avez mis les freins,
Vous n'avez jamais ouvert vos appels d'offres au logiciel libre. Vous avez toujours prétexté toutes sortes de raisons pour dire qu'on s'en tenait aux logiciels propriétaires et qu'on ne pouvait pas les ouvrir donc à d'autres types d'entreprises. Et un jugement de la Cour supérieure est venu dire, il n'y a pas si longtemps, il est venu dire que à l'automne 2006, quand la Régie des rentes avait arrêté son choix à un seul fournisseur qui était Microsoft, c'était un acte qui était illégal et qu'on aurait dû avoir un avis public beaucoup plus large. Ce jugement, donc, revenait à des événements d'il y a quelques années, mais c'est un jugement qui est plus récent que ça. Je pense que ça a été un élément, je dirais, accélérateur, disons. Ça a permis de dire, écoutez, on va arrêter de tourner en rond concernant les logiciels libres, il va falloir qu'on se pose vraiment la question, et avec ce jugement de la Cour supérieure, je pense que ça a introduit, en tout cas au moins, des éléments de réflexion qu'on refusait de voir jusqu'ici. Alors, de quoi parle-t-on? Là, je vous parle de logiciels libres, et vraiment, je me suis passionnée pour ça, c'est vrai, et c'est d'autant plus vrai que parfois dans la vie, on se passionne pour des choses qu'on ne soupçonnait pas quelques années auparavant. Alors, je dois vous dire qu'il y a maintenant, je crois, 2 ans et demi, j'ai commencé à regarder d'un peu plus près de quoi il s'agissait, parce qu'on m'a demandé de définir, de contribuer à définir la position de notre parti sur cette question-là. Et je suis vraiment devenue convaincue que les logiciels libres, pour l'État du Québec, permettraient des choses assez exceptionnelles et qu'il faut vraiment que dans nos politiques, que cela se reflète et que cela se reflète également dans les projets de loi et entre autres le projet de loi que nous avons en main et dont nous devons adopter le principe donc à partir d'aujourd'hui. Juste pour qu'on se comprenne bien, parce qu'on a des degrés de connaissance un peu variables par rapport au logiciel libre, de quoi s'agit-il? Contrairement au logiciel propriétaire, qui est ce que nous utilisons le plus communément, parce que d'abord nos ordinateurs ici à l'Assemblée nationale en sont munis, on n'a pas le choix. Contrairement au logiciel propriétaire, qui lui garde, si je peux prendre une image un peu populaire, mais je crois que tout le monde peut comprendre, garde sa recette pour lui. Hein, le logiciel propriétaire, c'est quelque chose que l'on peut utiliser, mais la recette qui a permis de le fabriquer, elle demeure donc propriété des gens qui l'ont inventé, qui l'ont bâti. Le logiciel libre, lui, son grand avantage, c'est qu'il donne accès à ce qu'on appelle en langage informatique le code source, c'est-à-dire les ingrédients de la recette. Alors on ne vous donne pas simplement un outil, mais on vous dit aussi comment il a été fabriqué. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ayant accès à ça, vous pouvez le modifier. Pourquoi? Parce que nos besoins, d'un point de vue informatique comme de tout autre point de vue, mais ils évoluent au cours du temps. Aujourd'hui, on pourrait imaginer qu'on veut un logiciel de telle manière, mais peut-être que dans 6 mois, pour toutes sortes de raisons, on voudrait ajouter des choses, on voudrait modifier. Le logiciel, donc, libre, il a dans sa conception même l'idée d'une possibilité de transformation, d'adaptation selon les besoins, et d'adaptation selon mes besoins à moi, mais aussi si tous les gens qui ont des logiciels libres se mettent entre eux à essayer de les adapter à de nouveaux besoins, ça devient, et c'est ça qui est fascinant dans ce monde-là, et c'est ça qui fait que c'est merveilleux de voir des gens qui croient à ça et qui s'y connaissent bien mieux que moi, c'est que cet exercice-là, il se fait à travers le monde, puisqu'on n'a pas besoin, quand on travaille avec des ressources informationnelles, d'être dans la même pièce, on peut être complètement sur des continents différents, on est capable de modifier ces logiciels, on est capable de se surveiller même les uns les autres. On me dit, moi, que la sécurité est meilleure avec des logiciels libres parce qu'à l'autre bout du monde, il y a quelqu'un qui pourrait être en train de vous surveiller si vous essayez, par exemple, de l'utiliser à mauvais escient. Donc, on a un outil qui est plus adapté, qui peut être partagé. Et autre avantage aussi, me semble-t-il, on a un outil qui, au lieu de faire que à chaque fois qu'on a besoin, par exemple, de nouvelles choses, on rachète des logiciels en grande quantité. Ce que le gouvernement est obligé de faire, par exemple, depuis des années, on rachète à coût de millions de dollars des logiciels propriétaires parce que ceux qu'on a font plus l'affaire, sont plus de niveau, ne rendent plus les services dont on a besoin, donc on en rachète. Et on jette ceux qu'on avait avant parce qu'ils sont plus bons. Au lieu de faire ça, avec
le logiciel libre, on a accès donc à un logiciel qui peut être transformé. Et ce qu'on achète, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un certain coût, c'est des services. Parce que moi, je pourrais bien vous dire quels sont mes besoins, mais à l'évidence, quand bien même vous me donneriez le code source, Monsieur le Président, de votre logiciel, je ne saurais pas moi-même le manier. Il faudrait que j'ai des experts pour le faire. Donc j'ai besoin de services, j'ai besoin de gens qui s'y connaissent.